Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix de São Paulo, disputé à l'autodrome José Carlos Pache, nommé en l'honneur du pilote qui, je crois, il y a 50 ans avait remporté sa seule et unique victoire en Formule 1 sur ce même circuit. Mais bon, on a préféré rendre hommage à Ayrton Senna, ça comme il se doit, mais je pense que être le premier Brésilien à remporter le Grand Prix national mériterait beaucoup plus de reconnaissance. Bref, c'était mes deux scènes. J'ai avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou. Je me demandais où est-ce que tu t'en allais avec ça. Là. Je suis comme, je le laisse aller ou je le laisse caler? Là? Ouais. Il s'est débrouillé. Il est correct. Comment ça me laisser... je me suis pas calé. Est-ce que je me... je trouvais que ça pouvait devenir une plante glissante. Là. Je me demandais où est-ce que tu voulais aller avec ça. Là. Non. Ouais. Anyway. C'est correct. Anyway, on va Parlons de quelque chose qui était glissant, le Grand Prix du Brésil. Oui, effectivement. Et surtout d'un pilote qui a glissé solide en fin de semaine. Mais bref, je vais vous donner le classement. Lando Norris a remporté l'épreuve devant Kimi Antonelli qui obtient son deuxième podium en Formule 1 et de la saison, évidemment. Max Verstappen est parti troisième. Spoiler! Non, il termine troisième, tu sais. Il n'est pas parti troisième, il termine troisième. Il termine troisième, mais il est parti de la ligne des puits. Oui. George Russell, lui, a terminé quatrième. Oscar Piastri a terminé cinquième. Ollie Berman, sixième. Septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième. Ça s'est terminé avec un écart de 6 secondes. Et 3,1 entre le 7e et le 14e. C'est surtout ça aussi la chose qu'on peut retenir, parce qu'après c'est un petit peu plus loin, mais 3,1 secondes, 6 secondes entre le 7e et la 16e. Oui. C'est quand la dernière fois qu'on a vu ça en Formule 1? C'est pas très souvent que ça arrive, mais là-dessus... C'est excitant ce bout-là. Ce bout-là était excitant parce que ça pouvait être un maudit bordel. Donc, les deux Racing Bulls, Liam Lawson, Isaac Hadjar 7-8, Nicole Hülkenberg 9e et Pierre Gasly, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Alpine dans le top 10 et marquer des points. 10e et marqué un point. Bon, Jean-Sébastien, Lando Norris, lui, a gardé sa voiture en plein contrôle pendant tout le week-end. Et à un moment très clutch dans la saison, alors qu'il nous reste maintenant, après Brésil, 3 courses et un sprint, il a été dominant du début jusqu'à la fin, comme il a fait à Mexico City. Ouais, comme il a fait à Mexico City, il sort du Grand Prix du Brésil avec une avance de 24 points sur son plus proche rival qui est Piastri. Il reste 83 points à aller chercher au championnat, donc disons-le, c'est pas à lui de gagner le championnat, c'est à lui de le perdre maintenant. Il peut faire une faute au prochain Grand Prix puis quand même s'en sortir relativement bien. Donc c'est plus une façon de défendre le championnat que d'aller le gagner. N'empêche, samedi au sprint magistral, dimanche en course magistral aussi. Stratégie assez osée de la part des McLaren. On pensait qu'il allait juste faire un stop, puis finalement, quand il est revenu en piste à son arrêt lors du... Je l'ai ici sur ma feuille, ça c'est la pénalité de Piastri, je l'ai noté quelque part, je sais, non, j'arrive pas à le retrouver parce que j'ai juste trop de notes. Norris au 30e tour se met en soft et c'est là qu'on comprend qu'il fera pas un autre, il se rendra pas à l'arrivée des softs, n'arrive pas à durer 41 tours. Donc, a fait 2 arrêts. La stratégie a bien payé, mais on a vu pendant longtemps, McLaren a hésité à faire 1 ou 2 arrêts. Finalement, la meilleure stratégie était de faire le Grand Prix le moins rapide possible, donc la méthode Alain Prost. Oui. Et ça a fonctionné, et surtout malgré une voiture de sécurité physique et virtuelle aussi. Il a été vraiment en mesure de vraiment reprendre le bout. Puis on l'avait aussi dans le sprint hier où il a vraiment retardé sa relance. Parce que je sais que, peut-être, corrigez-moi si je me trompe, dans le passé, c'est les relances, parfois il le faisait après la montée de Jun Sao, vraiment juste à le dernier virage avant la grande montée.
Alors que là, il a préféré attendre le plus tard possible pour pouvoir le faire parce qu'il n'a pas envie de donner un drag, il n'a pas envie de donner d'aspiration à quiconque pendant que lui essaie de se relancer. Donc, c'est pas bête, c'est une décision intéressante, mais n'empêche, juste pour ajouter sur Norris, c'est lui qui a gagné la course, c'est lui qui a fait une course sans faute, mais c'était pas lui le meilleur aujourd'hui. Non, parce que le meilleur, comme l'année dernière, ça a été Max Verstappen, qui a connu d'abord, avant le Grand Prix principal, un week-end très difficile, avait du mal avec les réglages, et surtout aussi la hauteur de la voiture, parce que comme Interlagos est un circuit quand même assez élevé, donc on veut pas rouler le plus bas possible pour une question d'aérodynamique en plus, et aussi avec la météo qui change. Et il y a des bosses. Et surtout, il y a des bosses, entre autres dans le secteur intermédiaire, le secteur numéro 2. Alors, ça n'a pas aidé Red Bull. Ça n'a pas aidé surtout Verstappen. Et en plus de ça, il s'est qualifié 16e. 16e, mais c'était la première fois qu'il était out en Q1 de plein gré. Parce que les autres... Oui, pas en raison d'une pénalité ou d'un changement, quoi que ce soit. Là. Il partait legit 16e. C'est ça. Mais Red Bull a décidé de tenter le tout pour le tout. On change, je pense qu'ils ont changé le moteur, ils ont changé les réglages sous parc fermé. Donc, obligé de partir de la ligne des puits. Et ça a fonctionné. Il a terminé 3e et non parti 3e. Vraiment, une de ses meilleures conduites en Formule 1, ça c'est clair. C'est le Verstappen des grands jours, c'est ça l'étoffe d'un champion. On n'en a pas vu souvent des remontadas comme celle-là en Formule 1. Là, on les compte sur les doigts d'une main. Les grandes performances de ce type-là, je pense à un Kimi Räikkönen au Japon en 2005, je pense à un Verstappen l'année passée au Brésil encore une fois. Ça aussi, pour moi, ça fait partie des grandes performances. Là. Il était à quoi? 2 tours, peut-être de dépasser Antonelli pour la 2e place. Mm-hmm. Il a manqué un petit peu. Ce qui est arrivé dans son cas, c'est un petit peu la malchance pendant la voiture de sécurité virtuelle. Il a fait... il y a un pneu qui a commencé à se dégonfler, donc il est passé sur des débris visiblement. Et donc, en ont profité pour faire un arrêt. Qu'est-ce que ça aurait changé sur le rythme de la course? Pas clair. Peut-être qu'il aurait fini 2e, en fait. En réalité, on le saura jamais, mais il y a eu cet incident-là. Mais en même temps, on dirait que ça l'a peut-être aidé aussi à se débarrasser d'un pneu qui était pas le plus simple à utiliser en début de Grand Prix, parce que oui, il y avait un bon rythme. Avant, à la voiture de sécurité virtuelle, il était déjà rendu 13e. C'est sûr que mécaniquement, il avait gagné quelques places pendant ce temps-là, mais donc il était 13e. Il a su remonter assez rapidement, en fait, de batailles assez intéressantes. J'essaie de regarder, là, et moi, je prenais des notes en disant est-ce qu'il pouvait revenir devant Piastri pendant le Grand Prix. Visiblement, il le fait facilement. Donc, toutes mes questions, je me posais sur est-ce qu'il va revenir devant un tel ou un autre. Il le fait à chaque fois. Le dépassement sur Hamilton au 13e tour était quelque chose. Par contre, le dépassement sur Russell au 63e, au virage numéro 1, à l'extérieur, alors que Russell essaie de protéger l'intérieur, s'est fait avoir Russell. George Russell s'est fait avoir sur un Max Verstappen qui était beaucoup plus rapide que lui. Il faut dire que Russell aussi s'inquiétait sur ses freins, donc faisait peut-être un petit peu de lift and coast. Mais ouais, ça c'est incroyable comme dépassement. Ça, c'est un dépassement de l'année, ça. Oui, peut-être, mais je pense qu'il y en a un autre. On en reparlera d'ailleurs. Non, bien sûr, mais celui-là est quand même assez culotté. Là. Ça fait partie des beaux dépassements. Là. Si la Formule 1 était souvent plus comme ça, je pense que ça marchera encore mieux, la Formule 1, mais quand même, c'était une marque assez intéressante qu'on a vue de sa part. Mais Verstappen qui a pu, avec des nouveaux tendres à partir du 55e, remonter, là, je pensais pas qu'elle allait faire un autre arrêt. Je pensais qu'elle aurait essayé de défendre parce que Norris remontait à coup de 0,5 secondes au tour. Donc, je me disais, il va peut-être rester 4-5 tours à la fin où est-ce qu'il va essayer de se défendre, mais il va se faire avoir quand même. Mais ils ont préféré jouer à la sécurité en faisant un nouvel arrêt pour mettre des nouveaux softs. Et oui, ça a quand même payé en finissant 3e. Laisse quand même 10 points sur la table versus
Norris, donc ça ne l'aide pas au championnat, mais quand même, Verstappen dit qu'il ne court plus pour le championnat. Il est 4 fois champion du monde. Le gars, qu'est-ce qu'il a encore à prouver? Je sais pas. Et puis, en moyenne, il doit aller chercher 16 points par course. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. C'est possible. C'est possible, mais il faudrait qu'il gagne les 3 Grands Prix et le sprint au Qatar pour... Oui. Et advienne que pourra pour les deux McLaren. Je t'ajouterai une dernière chose là-dessus, Abdou. Il a reçu aujourd'hui 54% des votes du public comme pilote du jour. Où étaient les 46 autres %? Complètement débiles. Je peux comprendre Behrman qui a fait une bonne performance aujourd'hui en finissant 6e. Oui, ça mérite d'être sans doute pilote du jour. Oui, le gagnant parce qu'il gagne quand même le Grand Prix par défaut. Peut-être Antonelli aussi. Mais que 54%, ça, c'est une performance épique, là. On n'est pas censé voir ça souvent, là. Donc, pourcentage aurait dû être beaucoup plus élevé, là. Mais si je peux me permettre, je pense que ça doit aussi ajouter au fait que maintenant, dans le Fantasy Formula One, le pilote du jour obtient un point bonus, quelque chose du genre. Donc... Ah oui, donc tu penses qu'il y en a qui manigancent le vote pour pouvoir s'améliorer dans le pool? Ça se peut. J'ai pas d'aluminium conique avec non, je confirme. T'as pas de chapeau d'aluminium sur la tête en ce moment. Ah ouais, c'est quand même pervers, ça. Ouais, non. Ok, intéressant. Mais de toute façon, j'ai pas de Verstappen dans c'est moche, ça. C'est quand même moche, ça. Mais ouais, si c'est ça. De toute façon, en même temps aussi, ce vote du public-là aussi est complètement abscon. C'est complètement débile de faire ça. Mais moi, j'ai toujours... j'ai du mal avec le Driver of the Day parce qu'il y a eu des abus. Mais 54%, je sais pas combien est revenu Behrman, si tu l'avais noté. Non, j'ai pas vu les classements, mais il était là avec Antonelli, je pense. Ouais, mais 54%, c'est peu pour la performance qu'il a. Je trouve ça dur parce que passer de ligne des puits à 3e, 54%, ouais, allez. Non. Ça, c'est une performance qu'on peut pas oublier, là. Donc, l'année dernière au Brésil, puis 2016 au Brésil, en plus. Exact. Donc, de toute façon, on reparle. Moi, je pense qu'il va devenir un citoyen brésilien honorifique. Si Lewis Hamilton l'est devenu, je veux dire, il y a des chances aussi qu'un Max Verstappen le devienne. Et surtout, lui a beaucoup plus de logique d'être brésilien que Lewis Hamilton. Ouais. Non seulement par ses performances, mais aussi... pour des raisons familiales. Pour des raisons familiales. J'ai pas envie de saluer Nelson Piquet, par contre. Non. Donc, mais j'ai envie de... est-ce que j'ai vraiment envie de saluer Oscar Piastri parce que je sais pas si après ce Grand Prix, il a envie de parler à du monde parce que là, 24 points, c'est faisable, mais on parlait de terrain glissant. Je pense que là-dessus, le titre est en train de lui échapper, là. S'il ne remporte pas le championnat dans 4 semaines, ça sera à cause du Grand Prix du Brésil. Ça commence avec le sprint où il a perdu tout seul, comme un grand, en allant un peu trop sur le vibreur, puis en ramassant de l'eau, puis en perdant le contrôle pour se ramasser dans le mur. Puis aujourd'hui, en course, en ayant fait une manœuvre suicidaire, disons-le, qui rentre dans Antonelli. C'est sûr qu'Antonelli n'a pas nécessairement laissé la plus grande place, mais en même temps, il était bien loin devant. On a vu un Piastri faire un freinage très tardif. Leclerc semble vouloir un petit peu blâmer les deux. Je trouve ça un petit peu fort de café. À mon avis, je pense aussi, c'est ton avis aussi, Abdou, c'est un slam dunk pénalité, ça. Ce qu'on a vu, Piastri n'était pas en contrôle de la voiture, a freiné
bien trop longtemps, a rentré dans Antonelli, qui lui, ensuite, en retour, est rentré dans Leclerc, et c'est lui qui a subi la plus grave conséquence des trois, parce qu'il a perdu une roue et a fini par abandonner. C'est vraiment la faute à pas de chance dans le cas de Leclerc. Ouais. Donc, oui, ça a été difficile, pénalité de 10 secondes, et donc après, essaye de réparer les pots cassés, il finit 5e, donc ça, c'est un week-end qui est très, très difficile. A laissé 18 points sur la table. Ah oui, carrément. Et puis justement, à la pénalité, moi, je maintiens qu'elle est slam dunk, mais j'ai envie de tempérer un peu parce que, oui, c'était une manœuvre osée de la part de Piastri. Et d'ailleurs, j'ai le document de la FIA devant moi où il explique justement que, je vais le lire. Traduction libre encore. À la relance au 6e tour, Piastri tente un dépassement sur Antonelli à l'intérieur du virage 1. No shit. En faisant ça, Piastri... Est-ce que c'est vraiment écrit no shit dans le communiqué de la FIA? Non. Ah, j'aurais aimé ça, mais probablement qu'il y aurait eu une tape sur les doigts pour utilisation de shit. Donc, en faisant cela, Piastri n'a pas établi le overlap requis vers le point de corde. Donc, en gros, Piastri était pas devant. Il était jamais devant, en fait. Il a jamais été devant. Il a jamais été devant. Et selon le menu, pour citer le YouTuber Aidan Millward que j'aime écouter, en faisant référence aux directives de la conduite de course de la FIA, c'était une pénalité de 10 secondes. Et même, on dit que les roues bloquées a été la cause de l'accident, en fait. Ah, oui. Oui. Parce que, oui, ça rajoute à l'effet de l'accident. Tu vois un pneu qui bloque, la fumée qui lève, là, tu te dis, oh, le drama qui s'en vient. Ouais. Parce que, oui, j'ai envie de dire que Kimi a aussi une petite partie. Oui. Mais Piastri a quand même été... parce que en même temps, c'est aussi le fait que Antonelli a eu une mauvaise relance aussi. Une très mauvaise relance. Oui. C'est une catastrophe, cette relance-là. Ah oui, c'est peut-être le seul défaut d'un week-end parfait pour Antonelli, mais là-dessus, Piastri a saisi... Il a vu qu'il y avait une opportunité d'aller à l'intérieur, mais il a juste très mal jugé le timing du dépassement, justement. Donc, c'est grandement, et même très grandement, la faute de Piastri. Donc, la pénalité en tant que telle, elle est slam dunk. Je ne suis vraiment pas d'accord avec le fait qu'on dise que ce soit un incident de course parce qu'Antonelli a bougé. D'abord, c'était Piastri qui a tenté d'effectuer le dépassement. Antonelli il s'est défendu, mais Piastri n'était jamais devant, donc. Non, Antonelli avait le droit de prendre le virage. C'est ça. Mais oui, peut-être qu'il a bougé un petit peu trop tôt, mais en même temps... Si il n'y avait pas eu Leclerc, est-ce qu'il y aurait eu quand même la pénalité de 10 secondes? Oui. Parce que tout ça, au final, ça cause quand même un abandon, là. C'est un effet domino. Oui, moi, je pense qu'il aurait eu quand même Piastri aurait eu quand même la pénalité avec ou sans Leclerc. Parce que déjà là, c'est lui qui initie le dépassement. Ouais. Fait qu'il n'a jamais été en mesure d'être à au niveau, le devant de la voiture était pas au niveau du miroir ou quoi que ce soit pour que ce soit correct selon le guideline. M'excuse de l'anglicisme. Et c'est ça aussi qui a sauvé Max Verstappen à Mexico City contre Lewis Hamilton. Oui, c'est vrai, vu comme ça. Donc, c'est vrai. Là-dessus, Piastri est grandement à blâmer. Même si Charles Leclerc n'était pas là, je pense que il aurait été pénalisé quand même, à mon avis. Est-ce qu'on peut parler des autres pénalités pendant le Grand Prix? Parce que je parle, oui, des autres au pluriel, parce qu'il y en a eu, disons-le, une shitload
Ah, écoute... C'était pas un petit Grand Prix pour les commissaires de course. Ah, ils ont observé beaucoup de choses, puis ils ont donné quand même beaucoup de pénalités. Là. Ouais, d'ailleurs, là, je viens de voir le document qu'ils ont corrigé pour la pénalité de sprint à Liam Lawson, mais bon, ça c'est autre chose, mais... On peut essayer d'y aller dans l'ordre qu'ils ont été diffusées, les pénalités. Là. Je vois là sur... Yuki Tsunoda. Ouais, commençons avec le Yuki Tsunoda. Slam dunk. Oh oui, il a perdu le contrôle de sa voiture. Lance Stroll ne pouvait rien faire. Mais là, il y a même... Parce que Tsunoda, à ce moment-là, il est 2 positions derrière Stroll. Donc, arrive au virage 7, 8, là, un des virages où ça tourne à droite. L'endroit où Bortoleto a eu son accident, essentiellement. Et rate son freinage et rentre direct dans Lance Stroll. Pour moi, ça, c'est un slam dunk. Ah oui, là-dessus... Là-dessus, c'est un slam dunk de la part de Tsunoda. Après, on a eu la pénalité Piastri, on l'a dit. Pénalité de 5 secondes pour Lewis Hamilton sur son accident sur la Alpine. C'est en course quand même. Ouais. Hamilton a ruiné son Grand Prix. Ouais, il a ruiné son Grand Prix, mais je veux dire... Je sais pas... Ils disent quand même dans le document que même si le contact était mineur et que l'incident a été classé comme une collision puisque ça a entraîné un dommage mécanique à une des voitures. Celle d'Hamilton. Il a ruiné son fond plat. Oui. Et son aileron avant en plus. Oui, c'est sûr, mais... Fait que, déjà, cette pénalité aurait pu... De base, c'est un 10 secondes, mais il y a eu des circonstances atténuantes. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu 5. C'est pour ça qu'il y a eu 5. Fait que, déjà là, Hamilton a été un petit peu trop vite sur la gâchette en tentant le dépassement. Est-ce que je suis prêt à dire que c'est slam dunk? Peut-être pas. Mais déjà, je pense les dommages en tant que tels sont une conséquence de cet incident. Moi, tu vois, ce genre de pénalité-là, je les trouve toujours un petit peu agaçantes parce que la conséquence, c'est que tu te pénalises toi-même. À partir de là, est-ce que tu as besoin d'avoir une autre pénalité en temps? Pas nécessairement. Est-ce qu'une pénalité en points pourrait être plus à t'accorder dans ce cas-là pour une mauvaise conduite? J'opterais peut-être plus pour ça parce que déjà, immédiatement, Hamilton ruine son Grand Prix. Est-ce qu'on va y acheter 5 secondes de plus? Qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Un point de pénalité pour ça, c'est peut-être beaucoup plus juste aussi. Ouais. Et d'ailleurs, il a une pénalité de 1 point, justement. 1 point. Tu vois, dans ce cas-là, 2 points. Ouais. Là, ce serait plus juste. Il y a peut-être quelque chose à revoir, tu sais, mais enfin. Ah, ben, justement, après, au Grand Prix du Qatar, ils vont revoir justement le fameux guide qui est disponible publiquement sur le site de la FIA, qui a été diffusé, je pense, entre le Grand Prix du Canada et d'Autriche. Et aussi, un beau gelard de foin à Red Bull pour la pénalité à Yuki Tsunoda parce que oh oui. Oh, ça, c'était un gelard de foin solide. Parce qu'il n'a pas fait son 10 secondes au complet. Ben, c'est ça, je pense. J'ai pas très bien vu. Je sais pas si ça a été si ça a été montré. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas servi? Ils ne l'ont pas montré. Ils ont juste donné l'explication en disant que la pénalité n'a pas été faite correctement. Donc, pour moi, de ce que j'ai compris, les 10 secondes d'attente n'ont pas été complètes. Ça arrive parfois. Ils font des fois 9-8, 9-9, puis... Ou ils ont touché à la voiture. Oui, mais quand tu touches à la voiture, tu as une autre pénalité, par contre. Oui. Alors que là, il n'a pas eu une autre. Il a dû refaire sa pénalité en retournant au puits. Donc, ça coûte pas juste 10 secondes de pénalité. Dans ce cas-là, ça coûte comme presque 20 secondes de pénalité. Ouais, puis de toute façon, sa course était déjà... On l'avait avec Piastri. Un 10 secondes, ça fait mal. Là, quand tu le fais 2 fois, là... 2 fois. Et puis, il finit... Un vrai 10 secondes et l'autre incomplet, là. Donc, c'est pour ça. Sinon, Tsunoda aurait fini dans le paquet avec les autres, là. Donc, on aurait pu avoir un autre pilote de plus. Carrément. C'est dommage parce que son rythme était
pas... C'était mauvais, mais c'était quand même pas si pire. Ouais, pas si pire, parce qu'à un moment donné, avant qu'on annonce la pénalité, il était quand même 13e. Oui. Fait sachant qu'il était parti 17e. Ouais. Fait qu'il a quand même fait un certain progrès. Certes, il y a eu... Il a profité des abandons, mais quand même. Oui. Donc, mais c'était correct sans plus. Non. Mais je vais parler de Kimi Antonelli parce que lui, c'était un week-end parfait. Ben, enfin, presque, si on inclut la mauvaise relance qui a mené à l'accrochage à 3. Kimi Antonelli vraiment a été au sommet de sa forme en fin de semaine. Et il était passé proche de tenter un dépassement sur Norris dans le sprint. Il était dans le coup pour aller même chercher la victoire dans cette mini-course. Et réussir à se qualifier sur la première ligne. Les 2 fois. Les 2 fois en course. Pas d'erreur. Et réussit à résister quand même à la pression et à Max Verstappen en plus. Ouais, ben, on lui demande, il a fait le travail qui était demandé par un pilote recru à sa première saison de Formule 1 qui termine sa première saison, hein, disons-le. Course propre dans le sprint a pu sauver ce qu'il pouvait sauver quand même. Lors de la course principale aujourd'hui, dimanche, a quand même bien fait, là, pas de faute, rien. Une course presque dans une certaine indifférence. On le voyait bien placé. C'est pour ça qu'on le surveillait, parce que c'est quand même son meilleur résultat en Formule 1. Je ne me trompe pas, une 2e place. Ouais. Mais sinon, a fait la course qu'il devait faire. Il faut dire que c'est une voiture qui répond bien au circuit du Brésil. On le sait. George Russell a déjà gagné là-bas. Les Mercedes sont assez performantes là. Donc, a fait le travail qu'il fallait faire. Je pense qu'il a fait sa meilleure course de l'année. Il a fait un sans faute. J'essaie de retrouver un Grand Prix où Antonelli a fait une aussi bonne performance. Je pense que c'était son podium pour la 3e place. Donc, il gagne en confiance, gagne en expérience. On a vu un Toto Wolff très content de ça. Évidemment, il fait un podium. C'est qu'il a battu Verstappen aujourd'hui à la régulière, mais je pense que s'il y avait quelques tours de plus, je pense qu'il se faisait manger. Là. C'était pas impossible. Il m'a bien résisté à la fin là, sur Verstappen, mais ses pneus étaient peut-être un peu plus usés que voulu. Mais oui, je pense qu'il peut ressortir de là de façon très, très satisfaisante. Là. Et aussi, ça ajoute au fait que depuis la fin de la période européenne aussi, on retrouve un peu l'Antonelli qui nous a impressionnés en début de saison. Ouais, c'est une phase à vide qu'il y a eu pendant la saison européenne où il se reprend. Donc, écoute, c'est une première année. Hein. On peut pas vraiment juger, sachant aussi que on lui a mis énormément de pression à son arrivée. Même avant son arrivée, là, Toto Wolff nous l'a vendu comme la prochaine chèvre et il nous l'a peut-être survendu un petit peu. Oui. Et là, en ce moment, il lui donne un petit peu raison d'avoir raison de le hype, de croire en lui. S'il peut avoir une bonne voiture. S'il peut avoir une bonne voiture, parce que j'ai l'impression que les performances de Mercedes sont en yo-yo. Un week-end, ça va. Un week-end, ça ne va pas. Donc là, on était dans le haut dans le haut de la pente, de la montagne russe, on peut dire. Mais l'équipe qui était dans le bas, c'est Ferrari. On a évoqué Lewis Hamilton. Ça, c'était plus de la faute du pilote, mais Charles Leclerc, lui, il a été juste vraiment pas chanceux. Est-ce qu'il aurait pu terminer sur le podium? Je pense pas. Top 5? Top 5, certainement. Peut-être même 6e. Mais lui, il est définitivement la victime dans tout ça, là. Ouais. Bon, réglons Hamilton tout de suite par 13e. Ah! 13e. Et en plus de ça, ce qu'on n'a pas parlé, c'est que c'est le contact avec Carlos Sainz au départ.
Oui, il y a un incident qui a été jugé incident de course par les commissaires. Mais bon, ça aurait pu mal finir là, mais finalement, s'est repris quelques tours plus tard sur l'Alpine. Donc, déjà, très mauvaise qualification pour Lewis Hamilton. Ça a été une soupe à la grimace pendant tout le week-end pour lui. Rythme de voiture très difficile à conduire, évidemment, parce que le fond plat est affecté. Donc, a préféré... ils ont fait la chose qu'ils avaient à faire la pénalité, puis ensuite abandonner. Comme ça, on ne transporte pas la pénalité au Qatar. Dans le cas de Leclerc, quelle malchance. Oui. Puis surtout, en plus, il partait troisième. Il y avait une belle possibilité de faire des points. Je pouvais pas exclure un podium ou un top 5, dépendamment des conditions qui auraient pu arriver pendant le Grand Prix. Donc, il y avait de l'espoir là, puis ouais, c'est moche. Et en plus de ça, ben, tu vois, il y a cette course cette course pour la 2e place au championnat des constructeurs aussi qui est assez animée. C'est beaucoup d'argent aussi. Et là, ben, Ferrari qui repart avec un 0 pointé. Et là, non seulement repart avec un 0 pointé, mais se retrouve 4e derrière un Red Bull qui roule à un pilote et un quart. Un pilote parce que quart. Mercedes est à 398, Red Bull est à 366 et Ferrari est à 362. Donc, ils sont à 4 points de Red Bull, ils sont à 36 points de Mercedes. La 3e place, c'est possible. Oui. Ils ont perdu la 3e place aujourd'hui. La 2e... c'est encore possible, mais... C'est encore possible. Vegas, ils peuvent faire des bonnes choses. Qatar, je ne crois pas trop. Abu Dhabi, c'est relatif. La 2e n'est pas impossible, mais ouais... C'est une saison en dents de scie, puis j'espère que l'année prochaine, ils peuvent juste mieux faire. Ils sont assurés de finir 4e au pire. Là, Williams est à 111 points, il n'y a aucune chance. Ouais. Ça, au moins dans le top 4, mais c'est sûr que Ferrari veut vraiment viser être le meilleur du reste. Donc, Lewis Hamilton, j'ai l'impression que c'était... S'il n'avait pas abandonné, je pense que ça aurait été une performance similaire à ce qu'il avait eu au Grand Prix au Grand Prix de l'année passée où il a été éliminé je pense qu'il avait été éliminé en Q2, mais avait été carrément hors rythme pendant tout le Grand Prix, même si c'était sous la pluie et tout ça. Mais encore aujourd'hui, je pense qu'il était juste pas dans le coup, Hamilton. Hamilton, l'année passée, hein, tu dis, où est-ce qu'il a terminé? Hamilton, hein? L'année passée, attends, j'ai le classement ici du Grand Prix de l'année passée. Verstappen, Ocon, Gasly, Russell, Leclerc, Norris, Tsunoda, Piastri. Ouais. Hamilton, 10e. Ouais, il avait fini 10e. Je m'en rappelle pas. Mais c'était pas une course facile. Peut-être qu'il aurait... S'il avait continué, moi je pense qu'il aurait été certainement dans le train mené par Liam Lawson. Oui, ça c'est sûr. Mais il était juste pas dans le coup là. Y a-tu encore envie d'être là? Moi je l'ai déjà dit au balado. Moi je pense que c'est sa 3e saison de trop. Deuxième saison de trop. Il nous fait une La soirée est encore jeune? Non, je dirais pas là parce que je pense que toutes les saisons étaient bonnes quand même de l'émission, mais c'est inquiétant, là. C'est toujours ce que je trouve triste dans le monde du sport, c'est quand tu as un palmarès comme celui-là, tu as la possibilité de pouvoir sortir. Généralement, quand tu n'as pas ce palmarès-là, quand tu es un pilote quelconque ou un sportif quelconque, c'est le sport qui te délaisse. Ici, tu as la possibilité de pouvoir sortir. Et la sortie, elle n'est pas gracieuse. Là. Non. On dirait que la sortie va supplanter le palmarès. J'ai l'impression que 2026, c'est tout ou rien pour Lewis. C'est parce qu'il va en avoir un autre aussi. Puis Alonso, moi, je trouve que sa sortie sera beaucoup plus...
Ouf. beaucoup plus noble. Parce que je pense qu'il est plus là pour le plaisir de la course quand même. Oui. Alonso, au moins, on sait que il gagnera pas un championnat du monde. Non. Mais ça fait quand même plaisir de le voir courser. Parce qu'il nous prouve que l'âge n'est qu'un chiffre. Oui. Mais Lewis, j'ai pas envie de revenir sur ce 12 décembre 2021. Mais ça lui a... Mais il faut le reconnaître. Ça l'a cassé, hein? Ça l'a cassé. Et il veut... Et il le veut, ce 8e championnat du monde. Il veut trop. Il veut trop. Mais jusqu'à quel point il va falloir lâcher prise, c'est très difficile pour un sportif. Parce que tu veux toujours rester parmi les meilleurs. Ben oui, évidemment. Il est parmi les meilleurs. Il fait partie de la Formule 1, mais tu sais. Tu penses à la sortie, là. Rappelle-toi quand il y a eu, c'était 2016, quand il y a eu la sortie, Button prenait sa retraite, puis à côté, il y avait aussi Felipe Massa qui prenait sa retraite. Oui. Button, cool, prend sa retraite. Le gars était super content de partir. Felipe Massa, il se faisait montrer la porte. Oui. Juste attends qu'on apprenne que finalement, ben, il y a encore de la place parce que jeu de domino, parce que Rosberg prend sa retraite, Bottas s'en va, tu sais. Et donc là, ça libérait une place comme veux-tu revenir? On a comme besoin d'un bouche-trou, tu sais. Donc ça faisait pas classe, mais tu voyais qu'il quittait pas parce qu'il avait envie de partir. C'était le sport qui le délaissait. Alors que Button, il y avait une volonté de sortir, puis tu voyais qu'il y avait une toute autre ambiance. Mm-hmm. Comme Lewis pense à sortir comme il faut, là. Oui, c'est ça. Il veut sortir par la grande porte. Oui. Et justement, sortir par la grande porte, j'ai envie de lever mon chapeau à Jenson Button. Donc, ben oui. C'était la dernière course, les 8 heures de Bahreïn. J'ai fini où? J'ai carrément oublié de regarder. Attends, avance à un autre sujet, mon penseur, là, je vais te sortir le résultat. Là. Mais il est chez quelle équipe encore, Jenson Button? Chez Jota Sport Cadillac. Donc, mais en attendant que Jean-Sébastien cherche les résultats, parce je ne m'étais pas préparé à parler de Jenson Button, on va parler d'un autre Britannique, Ollie Bearman, qui a été vraiment impressionnant. Ah oui. Écoute, après sa 4e place au Grand Prix de Mexico City, il est parvenu à finir 6e et on l'a beaucoup vu à la retransmission télé. En train de faire des dépassements à gauche et à droite. Et on dirait que depuis que la Haas a fait quelques modifications, il se sent beaucoup plus à l'aise et encore aujourd'hui a été capable de faire tout le nécessaire pour marquer les gros points pour l'équipe américaine. Et surtout, oublier que, il a obtenu une pénalité de 5 secondes dans le sprint et qu'il est à maintenant 9 points de démérite sur les 12, étant donné qu'il en a 2 qui ont été enlevés après justement une pénalité avec Franco Colapinto l'année passée. Mais Bearman reçoit beaucoup plus les fleurs que le pot. Donc, aujourd'hui, encore une fois, les fleurs. Et justement, je pense que son dépassement sur Liam Lawson, c'était personnellement le plus beau dépassement de ce Grand Prix. Le dépassement de Bearman sur Liam Lawson, je ne l'ai pas noté, mais je me rappelle de l'avoir vu. Il était quand même assez beau. Tu as tout à fait raison. Bearman, moi, je l'aime bien comme pilote, là. Tu sens qu'il y a un talent qui est brut, mais il faut le raffiner. Ça va prendre un peu de temps. Il est dans une équipe où il y a beaucoup d'apprentissage aussi. Donc, il apprend à la dure. Moi, je pense qu'il y a c'est le fun d'être dans une équipe qui a envie d'apprendre, avec un pilote qui a envie d'apprendre, puis tu sens que les deux travaillent ensemble, l'un nourrit l'autre, là. C'est assez sympathique. T'arrives pas dans une équipe où tout est déjà placé, puis c'est déjà tout propre, tout léché, façon Antonelli chez Mercedes. Je pense qu'il est dans un bon cocon pour apprendre. Il y a des beaux cercles vertueux dans cette équipe-là, et je pense que les résultats
s'en viennent là, pour lui. Là. Donc, il a fait bien le travail aujourd'hui. Il était parti quand même 8e, puis il nous a terminé ça en 6e position. Il a profité quand même de quelques abandons, mais il a quand même pu dépasser des choses. Et puis, il était devant surtout le fameux grand train qu'il y a eu. Donc, Behrman, quand on regarde l'arrivée, il était quand même dans un certain désert à 14 secondes de Piastri, mais avec plus de 33 secondes devant Lawson. C'est pas qu'il a fait une course en solitaire, bien au contraire, a fait une course propre, efficace, ça ramène des bons points pour l'équipe, ça permet de faire une bonne lutte au championnat. Donc, c'est contrairement à Antonelli, je trouve, il y a des objectifs qui sont atteignables. Dans le cas d'Antonelli, c'est quoi les objectifs? Tu sais, c'est finir avec une certaine position, c'est du long terme. Alors que là, tu sais, tu te bats pour une place au championnat, tu te bats pour t'essaies de défendre des points, t'essaies de travailler là-dessus. Je trouve qu'il y a comme un objectif qui est plus tangible que sur du long terme, sur une saison qui est très longue, surtout en Formule 1 maintenant. Là. Donc, dans le cas de Behrman, je pense que c'est atteindre ces petits objectifs-là tout au long de la saison, là, je pense que ça nourrit un pilote, ça le rend meilleur. Exact. Et pour Jenson Button, il a terminé chez Cadillac Hertz Team Total, le numéro 38. Il a fini 16e au général à 2 tours. Ouais. Du Toyota Gazoo Racing numéro 7. Et d'ailleurs, aussi, Ferrari est sacré champion du monde. Tu avais raison, Abdou. Ferrari sera champion du monde en WEC avant que Lewis Hamilton remporte un Grand Prix avec Ferrari. Ouf! Écoute, désolé de faire une référence soccer, Jean-Sébastien, mais qui va remporter la première victoire en 2025? Wolverhampton ou Lewis Hamilton? La blague que j'ai vue sur la Fédération française de la Loue, je pense que c'est le FC Metz ou je ne sais plus quelle équipe remportera 5 victoires consécutives en Manchester United. Ah, ça, c'est facile à faire. Ouais. Je dis rien là-dessus. Oui, mais vraiment, d'abord, félicitations à Jenson pour sa carrière. Félicitations aussi à Oli pour sa belle course du côté de São Paulo. Et j'ai envie de donner des fleurs à Alpine. Parce que... Ah ben oui, il faut. Ah oui, parce que sur ce même terrain, l'année dernière, ils avaient inscrit un magnifique double podium avec une performance remarquable d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. Gasly a été dans le coup tout le long du week-end, 1 point dans le sprint en dépassant Lance Stroll, et là, il termine 10e dans la course principale, donc c'est les premiers points de l'équipe depuis la Belgique. Alors, vraiment... et en plus de ça, on a confirmé le secret de Polichinelle. Gasly et Franco Colapinto vont revenir avec l'équipe pour 2026. Mais la performance de Gasly est à souligner aussi parce que on dirait que c'est un circuit qui le sied bien. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Laisse-moi regarder où est-ce qu'il était parti encore une fois. Colapinto était parti 16e alors que Gasly était parti 9e. Donc, tu vois, par 9 fini 10, c'est correct au regard des performances. Mais on aime bien bâcher Alpine parce que, bon, Alpine, ça peut être un petit peu tout croche. C'est vrai qu'ils sont derniers, qu'on regarde ça, mais ils ont quand même 22 points. Pour une équipe qui est dernière en Formule 1, 22 points, là, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est un championnat qui est plus difficile cette année que les autres pour les équipes en fond de classement pour ramasser des points. Parce qu'on regarde la bataille pour la 6e place, là, de 6e à 9e, c'est Racing Bull qui est à 82, puis Kik Sauber est 9e avec 62 points. 62 points, puis t'es seulement 9e. Il y a des années, 62 points là, en Formule 1, là, t'es facilement 6e. Là. Oui. Donc, à la défense d'Alpine, le championnat est beaucoup plus difficile cette année. Exactement. Les équipes ont vraiment haussé leur niveau. Alors, là... Hey, c'est moche l'année dernière, mais t'as 22 points, ça fait mal, je trouve. Ah oui. Puis surtout, ça... Et puis, ça donne aussi un peu plus de valeur à Pierre Gasly, parce que c'est lui qui a... ça donne énormément de valeur à Pierre Gasly. Ça, on le sait que Pierre Gasly, c'est un bon pilote. Oui. C'est lui qui a les 22 points. Oui, il mérite beaucoup plus qu'une Alpine. Sérieusement. Peut-être je vais manger mes mots l'année prochaine,
Mais c'est pas avec un moteur Mercedes que Alpine va pouvoir monter. Mais tu vois, admettons qu'un gars comme Alonso prend sa retraite, Gasly chez Aston Martin. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Ah oui. Parce que c'est un pilote qui est solide, qui n'a... Il coûte sans doute pas cher à signer. Oui. Puis il est constant. Il peut être constant, mais c'est souvent la voiture qui le laisse tomber. Oui, ça c'est vrai. C'est là où il a été malchanceux, mais sinon, Gasly répond comme il faut. Il fait du mieux qu'il peut, mais c'est juste que c'est pas toujours de sa faute. Quand même, Flavio Briatore, son retour, a quand même aidé Alpine. On dirait qu'ils se sont stabilisés. Est-ce que tu veux répéter ce que tu avais dit dans le chat du bulletin GP? Ce que j'avais dit? J'ai dit que, oui, le fait de se stabiliser, ça veut pas dire on peut se stabiliser tout en étant médiocre. Exemple, le Dolphins de Miami, c'est pas vrai, ils ont battu aujourd'hui les Bills de Buffalo, mais Jets de New York, Knicks de New York, sont moins des équipes qui sont médiocres. Là. Mighty Ducks d'Anaheim, Pirates de Pittsburgh au baseball. Donc la médiocrité, c'est aussi une question de stabilité. Tu peux être stable, être average ou être très bon, mais aussi tu peux être excessivement mauvais. Et ça peut être le cas d'une Alpine ou d'il y a quelques années d'une certaine Haas avec Gunther Steiner. Exact. Donc, ouais, ce que tu as dit, la stabilité, c'est digne des pires aussi en citant les Jets, les sabres, surtout les fucking sabres. Les Cowboys, les Knicks et Alpine. J'avais oublié les Cowboys de Dallas, évidemment. Ouais, les Cowboys, moi, je mettrais plus les Cowboys dans le niveau Ferrari. Beaucoup d'argent, peu de résultats. Ouais, et beaucoup de clonerie. C'est pas faux. Ouais. Et puis, pour compléter, il faut qu'on parle de Gabriel Bortoleto parce que c'était le premier Brésilien au Grand Prix du Brésil depuis Felipe Massa en 2017. Et il l'a biné. Comme on dit en anglais. Ouais, he binned it. Et 2 fois plutôt qu'une. 2 fois plutôt qu'une, mais le premier... ça aurait pu mal finir, ça. Oh non, mais sérieusement, cet accident-là même, moi, c'est surtout les vidéos prises par les fans qui est encore plus... révélatrice. Je trouve que ça montre beaucoup plus la vitesse, le danger de l'impact. Parce qu'il a quand même touché dans un drôle d'angle le coin du virage numéro 1. C'est ça qui était plus choquant. Donc, il tape la première fois à une vingtaine de G et ensuite la deuxième fois, il le retouche à 55 G et s'en sort indemne. Ah ouais! Puis en plus de ça, même pas un mal de tête, quoi que ce soit, comme ben correct se lève, prêt à ressauter dans la voiture. Là-dessus, là, parce que l'accident qu'on le voit à la télé, ça a l'air pas si mal, mais quand tu le vois depuis les fans qui l'ont filmé, aïe aïe! Et même, il y a même une image de, je pense que c'est DPI Images qui avait publié, c'est un photographe de DPI Images qui l'avait publié sur Instagram, une photo de l'accident au moment de l'impact. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais c'est terrifiant parce que c'est comme si c'était une voiture qui avait explosé carrément, là. Pas explosé en 1000 morceaux et qu'il y avait personne. C'était carrément, c'est un accident vraiment effroyable qu'on a vu et Dieu merci, il s'en est sorti indemne. C'est juste la voiture qui a été obligée d'être réparée, puis même chapeau à Sauber d'avoir réussi à la réparer pas à temps pour la Q1 parce que de toute façon il y avait peu de chances qu'il participe, mais juste à temps avant la fin de la séance de qualification. Ouais, c'est un travail remarquable qui est fait par l'équipe. C'est ça qui arrive quand tu as un sprint le matin puis que tu dois faire un reset dans 3 heures pour refaire la qualification. Il y a une trentaine d'années, il s'en serait sorti avec des blessures assez conséquentes. Oui. Et en plus de ça, pendant que je suis en train de t'envoyer
de t'envoyer l'image de l'accident. Ah oui. Là. Parce que j'ai pas vu cette image-là, je dois dire, là, mais tu recules il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Plus que tu recules, plus que les blessures auraient été difficiles, mais ce qu'il a... les voitures aujourd'hui sont faites que tu peux avoir ce genre d'accident-là et t'en sortir sans grande difficulté. Là. C'est ça qui est étonnant, c'est ça qui est beau quand même. Là. On a moins de blessures graves, on a moins de décès en Formule 1 aussi, grâce à toutes ces mesures-là, même si certains ne les aiment pas. Là, je pense notamment au fameux Halo qui a prouvé qu'il pouvait sauver des vies, mais encore une fois, cet accident-là, moi, il avait l'air anodin, mais quand tu le vois sous les angles des gens au virage numéro 1, oui, tu comprends les gens pourquoi ils crient. Hein? Ah oui, parce qu'ils pensaient qu'il allait se faire mal. Puis d'ailleurs, je t'ai envoyé la publication sur Instagram. Ouais, je vois ça. Attends, j'allais voir la photo. Mais sérieusement, là, c'est... c'est... OK, quand même. Ça pourrait être une bonne image pour le World Press Photo, ça. Juste pour montrer la vélocité d'un impact d'un accident comme ça. Ouais, pour décrire la photo, c'est dès que la voiture frappe le mur de pneu au bout du virage 1, donc la deuxième fois que Bortoleto frappe le mur, on voit toute l'énergie de la voiture qui est relâchée, donc toutes les pièces qui volent en éclats, et on voit les morceaux, et on voit lui-même aussi qui tourne, parce que la voiture a quand même tourné un peu sur elle-même après l'accident, et donc c'est le fait de voir toutes les pièces de fibre de carbone et autres voler un peu, ce qui rend la photo assez spectaculaire quand même. Et pour compléter, ce qui est dommage, c'est que son premier Grand Prix de Sao Paulo du Brésil, peu importe, c'est terminé après quelques mètres. Parce qu'il y a... Il a biné. Oui. Je sais qu'il y en a qui vont essayer de blâmer ça sur Lance Stroll, mais il n'a rien fait là-dessus. Là. Non, c'était sa faute. Il a littéralement foncé dans Lance Stroll. Lance Stroll, pas chanceux, hein, s'est fait rentrer 2 fois dedans par... Presque au même virage, en plus. Presque au même virage. Fait que, oui, moi, je l'avais bien écrit. Bortoleto dans le mur, abandon, sa faute, pas Stroll. Parce qu'on l'a vu à la reprise, Stroll est une victime collatérale de ça. Bortoleto rentre dans Stroll, rentre dans le mur, il l'a biné. Oui. Comme un grand. Et puis d'ailleurs, sur Instagram, avant d'enregistrer l'épisode, j'ai vu le pauvre, il était en larmes. Je peux comprendre. Et puis je peux le comprendre, c'est son premier Grand Prix du Brésil. Le gars vient de Sao Paulo, il venait regarder les courses, toutes sortes de courses sur le circuit en tant qu'enfant. Puis là, c'est son moment. Il vient faire une bonne saison recrue, et connaissant surtout la culture automobile au Brésil, il avait envie de bien faire. Puis d'ailleurs, Nico Hülkenberg, puis il y avait des bonnes choses de bien faire. Juste à regarder comment Nico Hülkenberg a réussi à marquer 2 points pour Sauber. Il y avait des possibilités pour Bortoleto de bien faire devant ses partisans. Malheureusement, il n'a pas pu. Donc, c'est juste à voir les vidéos du pauvre en pleurs, en train de donner un câlin à sa mère. Ça fait très mal. Et sur le fait statistique maintenant, Lando Norris est officiellement le seul pilote à avoir remporté son Grand Prix national cette saison. Intéressant. Ouais. Donc, c'est ça. C'est peut-être le pop quiz c'est peut-être la question pop quiz du jour, si on le veut. Donc, je vais vous donner le classement après le Grand Prix de Sao Paulo. Alors, Lando Norris est à 390 points. C'est 24 de plus qu'Oscar Piastri. Max Verstappen est 3e avec 341 points. George Russell est 4e avec 276 points. Charles Leclerc et Lewis Hamilton restent à 214 et 148 points respectivement. Kimi Antonelli est 7e avec 122 points. Alex Albon est 8e avec 73. Et ensuite, on a Isaac Hadjar Nico Hülkenberg et Isaac Hadjar respectivement, qui sont 9e et 10e avec 43 points. Mais attention, il y a Ollie Behrman qui est 11e avec 40 points. Puis avec la forme qu'il connaît, peut-être qu'il pourrait terminer dans le top 10.
Au classement des constructeurs, bon, McLaren est champion depuis longtemps, donc on va sauter ça. Ce qui nous intéresse, c'est la lutte principalement pour la deuxième place. Mercedes vient de passer en deuxième place avec 398 points. Red Bull Racing vient de passer en troisième place avec 366 points. Et je le rappelle, avec un pilote et quart qui fait le travail. Ferrari est à 362 points. Williams est cinquième avec 111 points. Racing Bulls est sixième avec 82. Ensuite, on a Aston Martin avec 72. Haas avec 70. Sauber avec 62 et Alpine avec 22 points. C'est ce qui complète cet épisode d'après-course du bulletin GP. Je me suis trompé dans la numérotation parce que je pensais qu'on était au 199e épisode du bulletin GP, mais le quiz était le 198e, donc il reste 2 épisodes avant le 200e. Donc, tu es en train de me dire que le prochain balado qui est Vegas Baby sera le 200e? Non. Parce que en fait, et c'est là où je m'en allais, il n'y aura pas d'après-course du bulletin GP parce que on va faire un F1 After Dark avec Monsieur Barbeau ici et notre ami Pierre Mayotte. Yes! Parce que, pour ceux qui ne savent pas, le F1 After Dark vient de conversations nocturnes pendant les Grands Prix de Formule 1 et ça tombe bien, le Grand Prix de Vegas est à 23h heure du Québec et non pas à 1h. After Dark. Donc, on est littéralement After Dark. Quoique, même si c'était à 7h, ce serait quand même After Dark. Donc... Oh non, mais moi, je trouve que l'After Dark, là, moi, passer l'heure de mon coucher, là, c'est de l'After Dark. Ah, ouais, c'est vrai. Oui. Donc, ça va être une conversation entre 3 personnes. On avait aimé faire ça pour le Grand Prix du Japon, puis on va le refaire, ça, encore une fois pour Vegas. Exactement. Puis, l'année prochaine, ben là, on va le faire. On va essayer de le faire plus souvent. Ouais, surtout pour la Chine, entre autres. Donc, là-dessus, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Apple Podcasts, on est même sur YouTube. Sinon, on est sur les réseaux sociaux avec Facebook, Threads, Instagram et Blue Sky @ le bulletin GP. Et évidemment, il y a le groupe Facebook La Monoplace pour toute discussion sur la Formule 1. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Fut un plaisir, puis on se revoit à Vegas, bébé. Yes! Donc, probablement plein de références à Céline, à Elvis, puis surtout de Formule 1. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Faites attention à vous, portez-vous bien et on se retrouve pour un prochain épisode du bulletin GP. Salut tout le monde!